Allez-y, allez-y. Donc c'est un masque à gaz. Ouais, mais moi je sais, c'est pas drôle. Allez-y. Bah, c'est une tenue qui était portée par les médecins lors de la peste, avec un bec qui était supposé. Top, 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 top. N'en dites pas trop. Ouais, j'en dis pas trop. Tout à fait, je suis muni de l'habit du médecin de peste. Moi, Charles Delorme, en suis d'ailleurs l'inventeur. C'est en 1619, lorsque la peste toucha Paris, que j'eus l'idée de ce costume. Médecin français, je naquis un 1er janvier 1584 et je fus le médecin du peu de 3 rois. Il y eut d'abord Henri IV, puis XVI et enfin Louis XIV. Lorsque la peste toucha donc Paris en 1619, j'inventa ce costume. Il me permettait à moi et à mes confrères de pouvoir examiner les malades sans prendre le risque d'être contaminés. Il nous protégeait du mauvais air. En effet, à l'époque, nous pensions que la peste se transmettait par les odeurs, ce qu'on appelait les miasmes, un espèce de nuage toxique qui entourait les malades, les pestiférés et leurs cadavres. J'eus alors l'idée d'inventer ce costume composé d'une tunique en toile cirée ou en lin, un chapeau de cuir, des gants en cuir, des bottes de cuir, tout ceci le plus étanche possible. Et ce masque. Allez-y, je vous laisse la parole, expliquez-nous. Le masque était censé protéger le médecin des effluves que dégageaient les pestiférés et je crois qu'il y avait du parfum à l'intérieur du bec pour contrer les effluves justement, non? C'est tout à fait ça. Comme je vous disais, à l'époque, nous pensions et on étudiait, on apprenait la théorie des miasmes. Les miasmes, ces particules transportant la maladie se transmettaient dans l'air. Et afin de se protéger, j'eus l'idée de ce masque, inspiré de mes nombreux voyages à Venise, qui permettait en effet de placer en son sein des herbes aromatiques ou des épices, certaines fleurs, de la menthe, des œillets, de la rose. On m'a même dit que certains y mettaient de l'encens. Ce costume était-il efficace? Eh bien oui, pas pour les raisons que nous le pensions. Il l'était. On reviendrai plus tard. Et si jamais j'oublie, n'oubliez pas la question. Comme vous l'avez deviné, nous allons donc parler de la peste. La peste, oui. Mais qu'est-ce donc que la peste? La peste est un mot qui nous vient du latin pestis, signifiant maladie contagieuse. À l'origine, on appelait par le mot peste toute maladie qui avait un fort potentiel mortel et qui pouvait se transmettre très rapidement, très facilement. Mais la peste, la vraie, elle est due à une bactérie bien particulière. Yersinia pestis. Yersinia pestis, pour les plus férus de bactériologie, est un bacille gram-négatif qui a la particularité d'être à la fois aéro et anaérobie, qui peut vivre avec ou sans oxygène, ce qui lui donne la propriété d'être extrêmement résistant. En effet, il peut survivre à la dépouille des pestiférés plusieurs heures, voire
plusieurs jours. Donc il faut bien différencier la peste, le terme peste qui pouvait désigner plein de maladies différentes, à la peste, la maladie due à ce bacille, celle-là dont on va parler. La peste, et on l'apprendra bien après ma mort, est une bactérie, et due donc à cette bactérie, le bacille Yersinia pestis, qui a la particularité d'avoir un réservoir naturel dans la nature. Est-ce que vous avez une idée de quel peut être ce réservoir? Alors je sais pas exactement si c'est le réservoir ou le système de propagation, mais c'est les rats. Tout à fait. Les rats. Alors, par exemple, dans les pays tropicaux, ça va être le rat noir, Rattus ratus. En Europe, ça va être plutôt le rat gris, Rattus norvegicus. Mais le rat n'a pas non plus le monopole du réservoir de la peste. En effet, il concerne plusieurs rongeurs. Ainsi, les marmottes, les lapins, mais également les écureuils ou les gerbilles peuvent elles-mêmes abriter la bactérie. Comment la bactérie passe-t-elle du rat à l'humain? Une idée? J'ai entendu une réponse. C'est la puce du rat qui, normalement, qui va sur l'homme et qui, du coup, emmène la maladie du rat à l'homme. C'est pas drôle, vous êtes trop... Vous avez fait des études de médecine? Bon, j'attendais la réponse de la morsure. Alors, effectivement, un rat peut mordre un humain et lui transmettre la bactérie. Mais ce n'est pas la méthode de contamination la plus fréquente, non. La méthode la plus fréquente consiste à passer par ce qu'on appelle en médecine un vecteur. Ce vecteur, comme monsieur l'a dit, se trouve être la puce du rat. La puce va se contaminer en piquant le rat, puis par la suite va sauter du rat à l'homme, le piquer, le contaminer. Et vous allez voir que c'est même un peu plus vicieux que ça. En effet, le bacille de Yersin est particulièrement vicieux. Il va, lorsqu'il va passer dans la puce, paralyser le système digestif de celle-ci, qui va se mettre en occlusion intestinale, ce qui va avoir pour effet de l'affamer. La puce, du coup, va avoir très très faim, et lorsque son hôte va mourir, elle va devoir chercher une autre source de nourriture. En trouvant une autre, elle va piquer, s'alimenter, sauf que, entre-temps, ses intestins sont complètement bouchés. Que se passe-t-il quand on remplit un tuyau déjà bouché? Il déborde. Et donc du coup, en piquant sa victime, elle va avoir un trop-plein et vomir toutes les bactéries qui pullulaient en son sein. Et vous voyez que la nature est particulièrement bien faite quand il s'agit de nous provoquer des ennuis. Résumons. Ou du moins, pas encore. On résumera après. Que se passe-t-il après une piqûre de puce? Eh bien, on va voir tout d'abord apparaître une pustule au point d'injection. La bactérie va alors pulluler au niveau de cette pustule, puis elle va passer dans ce que l'on appelle un système de drainage, le drainage lymphatique. Le système lymphatique est un système de vaisseau, un peu comme le système sanguin,
qui lui est un peu d'ailleurs parallèle et qui sert à drainer la lymphe des organes périphériques afin de présenter tout agent pathogène à notre système immunitaire, notamment au sein des ganglions, espèce de relais, zones de surveillance, qui permettent du coup à nos cellules immunitaires de prendre connaissance des agents pathogènes et de pouvoir se défendre. La bactérie, au point d'inoculation de la piqûre de la puce, va donc être drainée dans ce système lymphatique et va se retrouver dans le ganglion responsable du drainage de ce territoire. Ce ganglion va lui-même s'infecter, grossir, devenir inflammatoire, chaud, il va être rouge, chaud, douloureux. Il va grossir et être de plus en plus gros, devenir de plus en plus douloureux, même finir par suppurer. C'est ce qu'on appelle une adénite, l'inflammation, l'infection d'un ganglion. Cette adénite porte un autre nom, peut-être le connaissez-vous. Le bubon, le fameux bubon, qui donnera place au nom de peste bubonique. Ce ganglion se trouve le plus souvent au niveau du haut de la cuisse ou du pli de l'aine, ce qui correspond en fait au territoire de drainage du membre inférieur, car le plus souvent la puce pique au membre inférieur. Bien sûr, si la puce piquait au membre supérieur, le bubon se retrouverait alors vers un ganglion axillaire, au niveau des aisselles. Maintenant, nous pouvons résumer. Pour ça, j'ai besoin d'un volontaire. Une victime, monsieur. Oui. Monsieur, avez-vous un rat chez vous? Alors non. Eh bien, je vous apprends que si. Vous en avez un. Ah oui, pas domestique, oui, mais... Donnez-lui un nom. Bételgeuse. Voilà. Quel nom original. C'est pas trop mal. C'est plutôt mignon. Je sens que vous l'aimez déjà. Je vous annonce que Bételgeuse est mort. Malheureusement pour vous, il transportait en son sein le bacille Yersinia pestis. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez trouver son cadavre et, comme vous l'aimez bien ce rat, vous allez vouloir l'enterrer. Ou, au pire, si vous l'aimiez pas tant que ça, vous allez vouloir discrètement le virer avec votre pied en dehors de votre maison. Voilà. Oui. Manque de bol, il avait en son sein des puces. Ces puces ont sauté sur votre jambe, vous piquez. Heureusement pour vous, vous n'en saurez rien. Heureusement ou peut-être malheureusement. Une pustule va se former, une sorte de petite vésicule remplie de pus. Là encore, ça peut passer tout à fait inaperçu. Et vous ne sentirez rien pendant environ 7 jours. Au bout de 7 jours, vous allez commencer à avoir les premiers symptômes. De la fièvre, une sensation de malaise, vertige, quelques frissons. Vous n'allez pas vous inquiéter tout de suite, ces symptômes, le conviendrez-vous, sont assez répandus dans pas mal d'infections. 2 jours plus tard, après le début de la fièvre, commencera à apparaître le fameux bubon. Là, vous allez avoir très mal. À partir du bubon, il vous reste, à vue de nez, environ 6 à 7 jours à vivre. Au revoir. En effet, vous allez, dans cet intervalle, ce que je n'ai pas expliqué lors de la physiopathologie de la maladie, c'est qu'après le stade de bubon, la bactérie continue à se développer. Elle peut finir par passer dans le sang. C'est ce qu'on appelle une septicémie. Ça, cette forme-là, on l'appelle la peste
septicémique. En général, ça suffit à tuer la personne, mais dans certains cas, ça peut aller encore plus loin. La bactérie, une fois dans le sang, peut contaminer les poumons. C'est ce que l'on appelle la peste pulmonaire secondaire. Apparaîtra alors de nouveaux symptômes, la toux notamment. La toux, c'est mauvais signe, ça veut dire que vous devenez contagieux en toussant sur vos congénères. Alors que jusque-là, vous n'étiez que contagieux si une puce humaine vous piquait et sautait sur quelqu'un d'autre. Si vous êtes atteint d'une peste pulmonaire secondaire et que vous toussez sur quelqu'un, lui-même peut inhaler la bactérie qui va contaminer d'emblée les poumons. C'est ce que l'on appelle la peste pulmonaire primaire. Qu'elle soit secondaire ou primaire, le taux de mortalité est 100%. Concernant la peste bubonique, et là vous allez peut-être me supplier de vous rassurer, combien de chances ai-je d'y passer? Une idée peut-être? Vous pouvez faire passer le micro. 99,9%. Vous n'êtes pas généreux envers vous-même. Oui, mais je suis assez pessimiste là-dessus. Une idée? Un peu plus. 2 à 3 patients sur 10 vont guérir spontanément. Pour les 8 patients qui restent, la mort. Tout ceci en l'absence de traitement. J'y reviendrai plus tard. Maintenant que je vous ai expliqué ce qu'était la peste, nous allons voir quel ravage elle a pu occasionner au sein de l'humanité. Les études récentes concernant le bacille Yersinia pestis nous apprennent qu'il a environ 20 000 ans. Bien sûr, on n'a pas des données qui remontent jusque-là. La première vraie preuve d'épidémie de Yersinia pestis sont des preuves paléo-microbiologiques et qui montrent que la première peste avait lieu il y a environ 5000 ans, lors de l'âge du bronze, plutôt en Asie. On n'a, pour ainsi dire, aucune réelle donnée sur les dégâts qui étaient provoqués à l'époque. Alors, comme je vous le disais précédemment, la peste, qui vient du latin pestis et qui signifie maladie contagieuse, pouvait désigner, en fait, à l'origine, toutes sortes de maladies. Ainsi, on nomme, par exemple, peste d'Athènes, une épidémie qui avait lieu au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui, à en croire les témoignages de l'époque, s'apparente plus à la fièvre typhoïde. Un autre exemple, la peste antonine, au 2e siècle après Jésus-Christ. Si l'on en croit les écrits du célèbre Galien, le médecin du 2e siècle après Jésus-Christ, le médecin, pas l'empereur. L'empereur à l'époque était Antoine, d'où le nom de peste antonine. Donc une peste qui avait sévi à Rome et qui en fait n'était pas non plus une peste, mais plutôt la variole. La première grande pandémie de peste, à notre connaissance, était la peste justinienne. La peste justinienne est une pandémie qui eut lieu entre 541 et 767. Elle évolua en une vingtaine de poussées qui allaient de 9 à 13 ans chacune. Or, les historiens de l'époque pensaient qu'elle trouvait son origine en Égypte ou en Éthiopie.
Les historiens modernes pensent plutôt qu'elle venait d'Asie. Une hypothèse qui a été vérifiée, là encore, par la paléontomicrobiologie, qui va retrouver à l'exhumation de squelettes provenant d'une fosse commune retrouvée en Bavière, près de Munich, au sein de la pulpe dentaire de ces squelettes, des bactéries Yersinia pestis, datant du VIe siècle après Jésus-Christ, et qui révélaient qu'elles provenaient d'une souche asiatique. Alors, cette pandémie, la peste justinienne, toucha principalement les grandes villes, mais portuaires et fluviales. Pourquoi? Tout simplement parce que la transmission de la bactérie se faisait par mouvement de population. Et surtout, là, elle avait trouvé son chemin par la route de la soie, les grandes routes commerciales. C'est finalement peu comparé à la deuxième grande pandémie dont je parlerai plus tard, qui elle va rentrer dans les terres et faire beaucoup plus de dégâts. Là, on n'a pas trop d'estimation du nombre de pertes humaines. On sait juste que certaines villes perdirent quand même un tiers de leur population. Les conséquences pour l'histoire furent quand même relativement importantes. On pense notamment que cette pandémie participa à l'affaiblissement de l'Empire byzantin. En effet, on l'appelle peste justinienne, car l'empereur de l'Empire romain d'Orient de l'époque était l'empereur Justinien. À l'époque, il avait pour projet de conquête de reconquérir l'Empire romain d'Occident. Malheureusement, la peste décima une partie de ses troupes et ses projets de conquête ne purent aboutir. La peste, majoritairement contenue dans le bassin méditerranéen, épargna, comme je vous disais, les villes un peu plus dans les terres, et notamment l'Europe du Nord fut préservée. Cela participa sans doute à l'avènement des rois francs qui avaient été fédérés par Clovis Ier en 492. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième grande pandémie de peste que connut l'histoire. Et celle-ci, je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. Et pour cause, elle fut bien plus meurtrière. Alors peut-être vous vous souvenez des dates de la peste justinienne. Je vous ai donné 541 à 737, soit un peu plus de 200 ans. La pandémie de peste dont je vais vous parler maintenant, elle sévissa de 1347 à 1352. 5 ans. En l'espace de ces 5 années, l'Europe perdit 30 à 50% de sa population totale, soit, on l'estime, 40 millions de personnes. Une petite idée du nom de cette peste. La peste noire. La peste noire. Tout à fait. Et j'en profite du coup pour clarifier un point. La peste noire n'est pas le nom de la maladie, mais bien le nom de cette pandémie. Au même titre que je vous ai cité, la justinienne. Alors, pourquoi a-t-elle fait autant de morts en si peu de temps? Eh bien, pour plusieurs raisons. Le peuple européen, alors, était déjà très affaibli par plusieurs facteurs. Il y avait en ce temps la guerre, la famine,
et on parle même d'un refroidissement climatique. Tout cela avait abouti à l'amoindrissement des défenses immunitaires du peuple européen. D'où vient-elle, cette pandémie de peste? Là encore, elle vient d'Asie centrale et même plus précisément de Chine. Les Chinois étaient alors en guerre avec le peuple mongol. On pense que ces guerres aidèrent à propager la peste. Ces derniers, d'ailleurs, les Mongols, et ça peut-être l'avez-vous déjà entendu dire, utilisaient certains pestiférés comme armes bactériologiques lors des sièges, en catapultant les cadavres de pestiférés au sein des villes assiégées. Alors, la peste ramenée en Europe, quelles conséquences cela a-t-il eu sur l'histoire de notre plan? Bien sûr, comme je le vous disais, une perte énorme pour la population européenne, 30 à 50% population totale, comme si une personne sur 3 que vous connaissiez à une personne sur 2 disparaissait. Sur le point historique, l'Empire byzantin dont je vous ai parlé tout à l'heure est déjà très affaibli par la peste justinienne évoquée précédemment, fut là encore achevé par cette peste. À l'époque, l'Empire byzantin était en guerre avec les Turcs. Alors, bien sûr, la peste touchait aussi bien l'Empire byzantin que les Turcs, mais visiblement, la balance pencha en faveur de ces derniers, puisque en 1453, l'Empire byzantin s'effondre avec la prise de Constantinople. Alors, je ne peux pas vous parler de la peste noire sans évoquer les violences et les massacres qu'ont alors le peuple. En effet, les Juifs ont servi de bouc émissaire en ces temps. On les accusait d'empoisonner les puits et de propager la maladie. Alors, on les brûlait, on les torturait. Alors, bien sûr, certains finissaient par avouer avoir contaminé des puits, et cela ne faisait qu'envenimer les choses. On retrouve trace de ces massacres dès 1348. Certaines autorités condamnèrent ces massacres. Ils allaient même jusqu'à emprisonner les Juifs afin de les protéger. L'Église, via le pape Clément VI, se prononçait en faveur du peuple juif, car force est de constater que la peste touchait aussi bien les Juifs que les non-Juifs. Mes confrères saints de l'époque étaient complètement démunis face à cette épidémie. Et comme pour nombre d'entre eux, ils étaient alors juifs, cela participait au fait d'augmenter les violences envers les juifs, qui étaient aussi, en plus d'être accusés de propager la maladie, d'être incapables d'endiguer le mal. Que faisaient mes confrères à l'époque? Ils donnaient quelques conseils. Par exemple, et pour en revenir à la théorie des miasmes qui avait déjà cours à l'époque, on conseillait de brûler des troncs de choux ou des pelures de coing afin d'éloigner le mauvais air. On pouvait également faire des feux de bois odoriférants dans les chaumières. Je ne vous parle pas des incendies que cela pouvait occasionner. On pouvait aussi conseiller de prendre des bains chauds, de pratiquer des saignées, et également des laxatifs et des médicaments émétiques qui faisaient vomir les patients.
Cela avait pour résultat de les affaiblir encore plus. Ils mouraient d'autant plus vite. Comme autre conseil, on pouvait prodiguer l'abstinence ou organiser des processions religieuses. Enfin, je vais vous parler de la troisième grande pandémie reconnue par les historiens, qui se trouve être la peste moderne, ou encore la peste de Chine, ou la peste du Mandchourie. Cette grande pandémie prit début à Hong Kong en 1894, à un peu plus de 100 ans. C'est durant cette pandémie que le savant Alexandre Yersin, un certain médecin de l'Institut Pasteur, découvrit la bactérie qu'il nomma alors Pasteurella pestis et qui fut renommée Yersinia pestis en son honneur. Par la suite, il découvra le rôle des rats, dont on parlait tout à l'heure, et c'est un de ses confrères, monsieur Jean-Louis Simon, qui découvra le rôle des puces en 1898. En 1999, la peste toucha le Japon, le Portugal et Madagascar. En 1900, elle a touché Sydney et San Francisco. Elle arriva en France, dans la ville de Marseille, en 1902 et atteignit Paris en 1920. Elle fit alors quelque chose comme 27 ou 29 morts, ce qui est peu par rapport aux dernières pandémies. Mais on parle de pays industrialisés, où déjà une certaine forme d'hygiène et de médecine s'était développée. Dans les Indes britanniques, c'était une toute autre histoire. On estime les pertes de l'époque environ 10 millions de morts. Certes, vous me direz 4 fois moins que pour la peste noire, mais tout de même. Alors, pour finir sur une note positive, parlons du traitement de la peste. Finalement, peut-être vous ai-je inquiété par mes propos. La médecine a toutefois bien évolué. Depuis, comme je vous l'ai dit, nous avons compris l'origine de ce mot. On a compris que cela venait d'une bactérie, bacille gram-négatif aéro-anaérobie. Ce bacille est sensible à la majorité des antibiotiques que l'on connaît. Pour ceux qui connaissent un petit peu le monde antibiotique, elle a une résistance naturelle aux bêta-lactamines, qui comprend les pénicillines et les céphalosporines, mais on peut mettre d'autres antibiotiques tels que les aminosides, les cyclines, les quinolones ou de la rifampicine. Ce qui laisse encore un large choix et on traite assez facilement la peste. Ça, c'était le petit mot de la fin pour vous rassurer. Les dangers que peut présenter la peste aujourd'hui, c'est si se révélait une pandémie qui toucherait rapidement et en grand nombre. Alors là, les structures de soins seraient peut-être dépassées, mais ceci est une autre histoire, c'est l'histoire du futur, et je l'espère, nous la connaîtrons jamais. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous laisser un petit temps de parole. Si vous voulez poser des questions ou intervenir, faire des réflexions, participer.
J'aimerais savoir si la légende des 4 cavaliers de l'Apocalypse a été créée au moment de la peste noire, parce que d'après ce que vous nous avez dit, il y a quand même beaucoup des facteurs explicatifs qui convergent vers cette idée-là. Et comme l'épidémie a fait beaucoup de morts en peu de temps, est-ce que ça vient de là que les gens de l'époque ont vraiment cru que la fin du monde était sur eux? Malheureusement, ça sort complètement de mon domaine de connaissances. Je n'ai pas la réponse, mais je serais curieux de la connaître. 1347 ou 1349, le début de la peste noire? Cela dépend des sources. D'accord. On a peu de sources, enfin, c'est difficile, c'est un boulot d'historien qui est très, très difficile de donner une date précise, un début, une fin de pandémie, d'autant plus que là je vous parle de la période pandémique. Passé ces dates-là, la peste ressurgit bien sûr, mais de manière ponctuelle et sporadique à l'échelle de villes ou de pays. Bien sûr, elle ne s'arrête pas d'un coup en 1352. Donc, c'est difficile de donner des dates de début et de fin de pandémie. Qu'est-ce que le début? Quelque part, c'est le premier cas, mais le premier cas, tu ne le trouveras jamais, d'autant plus que on sait que la peste commence en Asie, en Chine notamment, mais c'est difficile de mettre une date sur le premier cas. Alors, tout dépend de ce que tu appelles le début de la pandémie. Si c'est le début en Chine ou si c'est l'arrivée en Europe, par la suite en Europe. Alors là, effectivement, on peut... Alors, non, du coup, ça serait quand même 47, car comme je le disais, la violence envers les Juifs et les accusations envers eux, on en trouve trace dès 48. Donc, je pense que, à la limite, 48 serait peut-être une date un peu plus exacte, mais je n'y étais pas. Merci. Ah, petite précision, si vous voulez aussi savoir, le dernier cas de peste rencontré en France remonte à 1945. C'est en Corse, il y a eu 13 cas, 10 morts. Une autre question ? Qu'est-ce qui cause la mort exactement lors d'un cas de peste? C'est un échec du système immunitaire? Pas tout à fait. Alors, ce qui peut causer la mort en cas de peste bubonique, puis, bubonique, il va y avoir la fièvre qui va te provoquer une déshydratation. Tu vas être très affaibli, tes organes vont être touchés peu à peu par cette déshydratation, notamment ton système nerveux. Tu vas avoir des troubles de la conscience, tomber plus ou moins dans un état de coma où tu vas délirer et tu vas agoniser plutôt rapidement finalement. Par la suite, et ce qui se passe fréquemment, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais tu as le stade septicémique. Le stade septicémique, comme toute septicémie, la septicémie, comme je le disais, c'est le passage d'une bactérie dans le sang. Ça provoque une réaction qui est une vasodilatation de tes vaisseaux. Et quand ton système sanguin se vasodilate et que en fait ton volume sanguin reste le même, bah, du coup tu tombes en ce qu'on appelle hypovolémie. C'est-à-dire les pressions de ce système, c'est de la plomberie, vont diminuer et tu vas être moins efficace pour perfuser tes organes. Tu vas avoir notamment une grande chute de tension. En médecine, on appelle ça un état de choc. État de choc septique. Et ça, du coup, tes organes sont moins bien perfusés et tu en meurs. Dernière forme, la forme pulmonaire, tu t'asphyxies. Qu'est-ce qui fait qu'une pandémie finit par s'essouffler puis disparaître? C'est que l'ensemble de la population survivante a développé assez d'anticorps ou il y a d'autres raisons? C'est une bonne question. Alors, les morts ne peuvent pas être tués et les survivants n'ont pas tous été contaminés. Alors pourquoi ne le deviennent-ils pas? Je pense parce que
il y a quand même un temps d'adaptation, l'humain réagit, prend des mesures. Alors après, pour moi, il n'y a pas d'immunité. Tu peux faire la peste, tu peux guérir dans 2 cas sur 10, mais t'as pas d'immunité acquise, par exemple comme dans la varicelle. Je pense que tu peux être recontaminé par la peste. Alors pourquoi la bactérie et la pandémie s'amoindrit et finalement retourne à l'état quiescent au sein de son réservoir naturel qui sont les rongeurs? J'ai pas la réponse. Désolé. Ce qui me fait penser, et vous n'avez pas fait votre boulot, de me rappeler pourquoi la tenue était-elle efficace? Alors, comme je vous le disais, elle a été inventée pour protéger des miasmes, et pour ce faire, elle était donc étanche. Et j'ai plutôt chaud, et pourtant, c'est pas du vrai cuir que je porte, c'est pas non plus de la toile cirée ni du lin, mais bref, ça protégeait plutôt bien des piqûres de puces, finalement, ou alors même des morsures de rats. Donc finalement, et par empirisme, on s'était rendu compte que cela marchait, et c'est ainsi que dès 1619, cet habit se répandit. D'autres... oui ? Alors je sais qu'au Moyen-Âge, en ce qui concerne le Moyen-Âge, il faut souvent se méfier des films. Alors je sais pas si tu as vu ce film-là qui traite justement de la peste noire au Moyen-Âge, un film qui s'appelle Black Death. Je sais pas si ça te dit quelque chose. En gros, alors je sais pas, c'est juste au niveau des symptômes. Dans ce film-là, la peste noire se manifeste par alors visuellement parlant, je dis bien, par des espèces de, je sais pas si on peut dire des ganglions, qui apparaissent au niveau des aisselles ou genre de choses. Étais-tu là au début de la conférence? Non, je suis arrivé en cours dedans. Très bien. Alors, j'ai revu tout à l'heure comment se déroulait une contamination par la peste. Bon, je vais reprendre pour toi. Lors de la piqûre de la puce et de l'inoculation de la bactérie, il va se former en fait une petite pustule, une vésicule remplie de la bactérie. Puis en fait, la bactérie va pulluler, mais être aussi drainée par le système lymphatique. Le système lymphatique qui est un système vasculaire annexe au système sanguin et qui sert en fait à drainer les agents pathogènes pour les apporter notamment à des relais qui sont les ganglions, une espèce de petites lentilles, ça fait la taille à peu près d'une petite lentille infracentimétrique, et qui sert de point de contrôle à nos cellules immunitaires afin de analyser et de pouvoir répondre face aux agents pathogènes. Dans le cas de la peste, ces ganglions s'infectent, c'est ce qu'on appelle une adénite, et dans le cas de la peste, ils ont même été nommés bubons, ce qui a donné lieu au nom de peste bubonique. Ces bubons, effectivement, ce sont des ganglions qu'on va trouver notamment c'est les ganglions responsables des zones de drainage des territoires là où tu vas te faire piquer. Donc par exemple pour le membre inférieur, ce qui va être le plus souvent le cas, ce va être des ganglions qui vont se trouver en haut de la cuisse ou au niveau du pli de laine. Oui. Dans les cas plus rares où tu te ferais piquer par exemple au membre supérieur, ça serait plutôt au niveau de l'aisselle, ganglion axillaire. Donc effectivement, ce ganglion qui va s'infecter, il va grossir, devenir très chaud, rouge, douloureux, il va finir par suppurer, et c'est ça, le fameux bubon. D'accord. Est-ce que ces uniformes ont été réutilisés par la suite ou adaptés? Est-ce qu'il y a eu une évolution de ce uniforme? Alors, il était assez standardisé. J'avais retrouvé certaines mesures, même le bec devait faire une certaine taille. Donc il a été utilisé pendant de nombreuses années. Combien exactement, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Savoir à partir de quand on a arrêté de l'utiliser, là j'ai pas la réponse. Dans la description que j'en ai fait tout à l'heure, il manquait un élément, c'est la baguette. Une baguette qui permettait de soulever les vêtements des patients sans trop s'en approcher, pour pouvoir examiner et rechercher notamment le fameux bubon. Le costume tel que Charles Delorme l'a inventé en 1619, c'était vraiment celui-là déjà à l'époque, les bottes en cuir, les gants en cuir, la tunique en toile cirée ou en lin,
Le chapeau, la cagoule et le masque. Combien de temps il a duré, je n'ai pas la réponse. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vous remercie.